Donc bonjour, bienvenue à notre quatrième cours d'INF 135. Aujourd'hui, on va regarder les principes de chemin d'accès. En anglais, ils appellent ça le PAT. Le principe de validation qui est utilisé pour s'assurer de différentes informations, qui est utilisé dans notre premier travail pratique. Puis les principes de tableau, qui va être notre première collection de données, qui va nous permettre de ramasser plusieurs informations sous un seul identificateur. Fait qu'on va commencer avec le premier sujet qui est le principe de chemin d'accès. Donc, jusqu'à présent, quand on travaillait, on se disait je veux toujours être à l'intérieur d'un dossier. Quand je suis dans le dossier, j'ai différents fichiers, puis à partir de là, je peux commencer à utiliser ces différentes informations-là. Okay, donc, on réutilise une fonction qu'on a faite au dernier cours, qui est l'aire d'un triangle. Donc, on a ces informations-là de disponibles, puis je peux l'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est dans le dossier courant. Donc, le principe de dossier courant a une importance importante pour MATLAB, parce que c'est là qu'il va aller regarder c'est quoi les différents noms de scripts, c'est quoi les noms des différentes fonctions que je peux exécuter. Mais là, quelque chose qu'on ne s'est jamais vraiment demandé, hein, puis qu'on avait juste pris ça pour du cash, c'est il existe des fonctions que je peux invoquer sans que ça soit dans le dossier courant. Hein? Si je fais mon fprintf, là, puis je dis allô avec mon gentil \n, le principe ici, c'est que cette fonction-là existe, elle a été cherchée quelque part, puis elle a pu être exécutée comme si elle était dans le dossier courant, mais elle ne l'est pas dans le dossier courant. Fait que le principe, c'est que MATLAB, oui, va chercher les fonctions dans le dossier courant, mais va avoir un deuxième mécanisme pour aller chercher les différentes fonctions qu'il essaye d'exécuter. Donc, à chaque fois que tu essaies d'exécuter une fonction quelconque, lui va faire une recherche dans le dossier courant et ce qu'il appelle les chemins d'accès. Donc, en gros, il appelle ça le PAT en anglais. Fait que le PAT, c'est une série de dossiers qui existent qui va être capable de déterminer où sont les fonctions possibles. Donc, je ne sais pas si ça va marcher en ligne, mais si vous avez la fonction, si vous avez la version locale de MATLAB, si vous écrivez PAT, vous allez pouvoir, on l'a ici, là. Vous allez voir tous les différents dossiers dans lesquels lui, il va aller chercher quand il a besoin d'aller travailler avec une fonction quelconque. Okay? Donc là, ici, c'est sur un système qui est basé sur Linux derrière, là, fait qu'il n'y a pas de C2 points ou quoi que ce soit. Là. Mais le principe qui est important de comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers qui existent, qui vont avoir différentes fonctions qui vont me permettre de travailler avec qu'est-ce que j'ai de disponible. Fait que si je veux commencer à travailler avec des fonctions que j'ai créées moi-même, mais qui ne sont pas dans le dossier courant, je vais pouvoir utiliser ce mécanisme-là de chemin d'accès, puis moi, je vais pouvoir rajouter manuellement des dossiers dans ce chemin d'accès-là pour être capable de les utiliser, même si la fonction n'est pas dans le dossier courant. Fait qu'ici, on va essayer d'ouvrir cette partie-là ici pour l'avoir en tout temps, parce que ça va être important de voir qu'est-ce qui se passe. Fait que on va voir comment est-ce qu'on peut modifier le dossier courant, puis après ça, on va se demander pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça. Fait qu'on va commencer en regardant le principe fondamental de qu'est-ce qui arrive quand c'est quelque chose qui n'est pas dans le dossier courant. Donc, mon dossier courant en ce moment, c'est cours 4. Hein, puis ma fonction R-triangle en ce moment est dans le sous-dossier exercice. Donc, elle n'existe pas en ce moment dans le dossier courant, elle existe dans un sous-dossier du dossier courant. Puis, quand je vais essayer de l'exécuter, ça va dire que ça ne le trouve pas. OK? Ça dit R-triangle is not found. Puis là, MATLAB, lui, est intelligent. Il est capable de voir que, hey, en passant, cette fonction-là, je l'ai trouvée, mais elle est dans ce dossier-là. Fait que là, ça me donne deux choix.
Même principe, en fait, si je clique sur le Python Run, il me donne un message d'avertissement en me disant « Hey, R triangle, en ce moment, que tu as essayé d'exécuter de ton éditeur, n'est pas dans le dossier courant. Je ne peux pas l'exécuter parce que pour moi, je ne la vois pas en ce moment. Parce que moi, je suis juste capable d'exécuter qu'est-ce qui est dans le dossier courant, puis qu'est-ce qui est dans la liste de chemin d'accès, qu'est-ce qui est dans la liste du path. » Fait que là, il me donne des options. Il me dit, ben, puis ici, si tu as la version, il y a une version aussi sur le desktop, c'est la même chose. Puis à ce moment-là, ça me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je t'offre des options. Bon, évidemment, tu as le cancel qui fait juste sortir de là. Hein? On a le bouton Change Folder, qui est jusqu'à présent pas mal l'option qui était préconisée. Là. Si vous m'avez demandé cette question-là, c'est celle-là que je disais d'utiliser. Tu travailles dans le même dossier, puis tu touches pas à rien d'autre. Fait qu'il fallait changer le dossier courant pour que cette fonction-là devienne disponible. Mais là, on va regarder l'autre option, qui était Add to Path. Donc, en rajoutant le dossier dans le path, dans les chemins d'accès de MATLAB, cette fonction-là va devenir disponible en tout temps. Fait que, on va pouvoir voir aussi, attends, je vais refaire cancel, hein, puis je peux voir en ce moment que le dossier est grisé, hein, parce que l'interface de MATLAB me permet de facilement voir qu'est-ce qui est dans le chemin d'accès ou pas. Donc, si j'essaye de exécuter cette fonction-là encore, puis si je fais le Add its folder to the path, il laisse le temps de travailler, on peut voir que le dossier est maintenant en noir. Un noir de fonctionnalité. Donc, le fait que le dossier n'est plus grisé, c'est un indicatif que ce dossier-là est maintenant dans le chemin d'accès. Ça veut dire que je peux l'utiliser. Je peux utiliser toutes les fonctions qui sont à l'intérieur et toutes les fonctions qui sont à l'intérieur vont être reconnues comme étant des fonctions utilisables que MATLAB peut travailler indépendamment de mon dossier courant. Et si je refais ma fonction de path de tantôt, et que je retourne au top de ça, ici, donc lui, il va me donner juste la liste de tous les dossiers. Puis je peux voir que dans cette liste-là, il y a maintenant au début le dossier que moi, je viens de rajouter manuellement. Fait que pour rajouter des fonctionnalités, ben pour ajouter des dossiers dans le path, il y a un paquet de méthodes différentes. Okay? Donc, tu trébuches puis tu vas rajouter un dossier dans le path. C'est même très possible que vous ayez vous-même rajouté des dossiers dans le path par mégarde en cliquant sur le Python Add to Path durant les dernières semaines. Donc, on va regarder c'est quoi les différentes méthodes. Bon, premièrement, on a vu que si c'est pas dans le path puis tu essaies de rouler quelque chose, il va te donner une option pour le rajouter. Une deuxième option manuelle, ça va être de faire un clic droit sur un dossier que tu veux soit rajouter ou retirer du path. Donc, en faisant un clic droit, on a la dernière option qui est Add to Path. Okay, donc, s'il n'est pas déjà dedans, je peux le rajouter. Et s'il est déjà dedans, je peux l'enlever. Donc, j'ai les deux options avec un gentil clic droit qui me permet de soit l'ajouter ou l'enlever, dépendamment de sa situation courante. Bien, certainement. Je vais garder ta question pour après, on va regarder pourquoi est-ce qu'on veut en mettre puis en enlever. Ça va venir ensemble. Donc, on a cette option-là qui me permet de l'ajouter manuellement. La dernière chose qui est possible, c'est d'ajouter des dossiers de manière instructionnelle, okay, avec des commandes de MATLAB. Donc, si on retourne ici, okay, dans notre command window, on a des fonctions qui me permettent de rajouter des dossiers dans le path d'une manière, okay, à l'intérieur d'un script, okay, qui va nous permettre d'automatiser l'ajout des différents dossiers. On peut voir ici, c'est Add Path, puis tu peux juste mettre les noms des différents dossiers.
Puis inversement, on a aussi ARMPath qui existe, puis qui va être capable de retirer des fichiers du chemin d'accès. OK? Fait que là, ici, on sait c'est quoi les mécanismes qui nous permettent de rajouter et de retirer des dossiers du path. On va premièrement se poser comme question, pourquoi est-ce que je voudrais rajouter des dossiers dans le path? Bien, ici, ça va aller avec le principe d'architecture d'un programme. Donc, en ce moment, ça va quand même assez bien, là. OK, on fait quelques exercices, OK, fait que tu peux faire un dossier, tu as une douzaine d'exercices. Même le premier travail pratique, OK, on commence à pas mal atteindre la limite de comme ça va bien, là, mais tu sais, tu as une vingtaine de fichiers dans le même dossier. C'est pas dramatique, tu es capable de t'y retrouver. Mais quand on a des méga projets là, okay, qui travaillent sur des vrais problèmes réels, tu peux avoir des centaines, voire des milliers de différentes fonctions. Fait que ça devient invivable de juste tout domper ça dans un seul dossier. Inversement, c'est comme quand tu as comme trop d'icônes sur ton bureau. Okay? Tu n'es pas capable de vivre avec ça. Fait que ce qui va arriver, c'est que le programme va être découpé en modules. Okay, en dossiers qui vont regrouper ensemble certaines fonctionnalités pour être capable de facilement s'y retrouver. Okay, donc, si je travaille sur de l'entrée de données, okay, que ça vient chercher des informations d'un serveur, puis ça met ça dans des variables, ça va être comme une première batch. Après ça, tu vas avoir la batch de calcul qui va gérer tout ce qu'il y a besoin de modifier okay, mes données. Puis après ça, tu vas avoir un autre dossier d'affichage okay, qui va être capable de sauvegarder des fichiers, faire de la visualisation dans des graphiques, faire des printf dans le command window, donc un paquet de fonctions qui travaillerait avec ça. Puis chacun serait comme dans son dossier okay, réservé. Comme ça, quand j'ai besoin de retravailler sur ce projet-là, je suis capable de m'y retrouver facilement. Fait qu'on va avoir habituellement okay, des dossiers qui vont être habituellement ajoutés avec les différentes fonctions automatiques. Comme ça, on est capable de facilement rajouter tous les dossiers, même s'il y en a une vingtaine, c'est pas grave. On est capable de dealer avec. Là, la deuxième question... à la fin, habituellement, de l'utilisation d'un projet. OK? Fait qu'admettons, tu as un projet. Le projet aurait un paquet de dossiers comme ça ici. Puis, admettons, on aurait un script principal. OK? Qui partirait le bal. OK? Puis, qui utiliserait toutes les fonctions qu'il y a dans les différents dossiers. Ce fichier-là aurait à l'intérieur, lui, les différentes fonctions de add-path qui rajouterait à l'intérieur. Dans ce cas-ci, on va y aller avec... OK, rajoute les dossiers. Là, ici, on aurait fait le programme. OK, donc ça part les différentes fonctions, ça part la fonction principale, quoi que ce soit. Puis là, après ça, tu aurais la fin qui enlèverait l'utilisation de ces dossiers-là. Comme ça, on retombe dans notre position initiale après avoir exécuté notre programme. Fait que là, la question qu'on avait tantôt, c'est OK, mais pourquoi j'ai besoin de faire ça? Ici, la question, la réponse à cette question-là vient avec le principe des identificateurs qu'on avait vu à la première séance. Donc, on s'était dit qu'à chaque fois qu'on donnait un nom à une fonction ou on donnait un nom à un fichier, il fallait que ça soit un identificateur. Ben, ici, c'était un peu implicite dans la manière que je l'ai dit, mais il fallait que ce soit des identificateurs uniques. Ça veut dire que quand je nomme une fonction, je n'ai pas le droit de nommer une autre fonction du même nom, okay, dans le même dossier, sinon ça va porter à confusion, puis MATLAB ne sera pas capable de fonctionner correctement. Fait qu'une des problématiques qui arrive si tu ne fais pas le retrait des dossiers, c'est que tu pollues ton environnement principal de plein de noms de fonctions que ça se peut que tu retombes dessus. Puis là, ici, il y a comme une priorité implicite, puis ça se peut que ça ne soit pas cela que tu veuilles. Fait que si tu fais pas attention, puis tu fais juste rajouter tout le temps tous les dossiers de tous tes projets, à un moment donné, tu vas avoir deux fonctions qui ont le même nom, puis ça va faire en sorte que le programme va planter parce qu'il va utiliser la fonction d'un autre projet qui n'était pas la tienne. Est-ce que ça répond à ta question? Je me souviens plus qui c'est qui avait levé la main.
Mhm. Ben, ben ici, le principe, c'est que ce fichier-là aurait besoin d'utiliser des fonctions qui sont dans celui-là et dans celui-là. Donc, à l'intérieur, lui va utiliser des fonctions qui sont répertoriées dans plusieurs sous-dossiers. Puis on avait mis ça dans des sous-dossiers parce que sinon on se retrouvait avec 350 fichiers dans le même dossier puis on n'était même plus capable de retrouver le programme principal. Mhm. Oui. Mhm. C'est effectivement correct. Exactement. Donc si ça fit dans un dossier, puis le TP1 est comme la limite de comme le vivable, là, avec une vingtaine de fonctions. On va voir dans le deuxième travail pratique, là on va utiliser les techniques de modules dans des dossiers, puis il va falloir le gérer de manière dynamique dans notre programme principal. Oui. Ben, ici, tu parles de manipulation de fichiers dans l'intérieur d'un script de MATLAB. C'est aussi possible. OK? Mais c'est comme faire du copier-coller que tu ferais avec l'explorateur de Windows. C'est pas des choses qu'on fait habituellement. Là. Excellent. Donc, ça fait le tour de notre premier sujet de la journée qui travaillait sur les chemins d'accès et les différentes fonctionnalités qui s'y rattachent. Ensuite, on avait jasé. Tiens, on va aller ici, là-dedans. Je sais pas si... Ouais. Ouais, excellent. Donc, on avait ici... On est correct. Moi, je veux voir mon test qu'on avait fait la dernière fois. Donc, on avait vu la semaine passée le principe de test. Hein? Donc, le principe de test me permettait d'avoir différentes fonctionnalités avec... d'avoir des tests automatisés qui testaient plusieurs appels de la fonction, puis qui me permettaient de valider que la fonction, ça allait bien si tout passait, puis qu'il n'y avait rien qui bloquait. Encore une fois, ça marche bien de manière comme locale quand tu es en train de juste tester une fonction, mais quand tu es en train de tester, admettons, le travail pratique 1, tu es rendu à 18 fonctions, puis tu viens de changer quelque chose qui était comme pas mal bon niveau, puis là, il faudrait que tu retestes toutes les fonctions. C'est long et fastidieux de devoir comme rappeler chacun des scripts de test un par un pour voir s'ils passent ou pas. Et quand on dit long et fastidieux, pour un informaticien, c'est comme un appel de la nature. C'est la chose qui fait comme « Oh, ça veut dire que je peux réparer ce problème-là parce que c'est informatisable. » Donc, on est capable d'avoir ce qu'on appelle des dossiers de test. Donc ici, c'est simple, j'ai juste fait une copie du même test, là, mais on pourrait penser que c'est 3 fichiers différents qui testent des fonctions différentes. Puis le but, c'est d'être capable de tout exécuter ces tests-là d'un coup. Donc, on a la fonction runTests qui existe, qui va nous permettre de indiquer un dossier à partir du dossier courant qui va contenir tous les tests, puis lui va automatiquement les exécuter. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire en passant pour le premier travail pratique, puis c'est comme ça qu'on va le corriger en passant, c'est que pour chacune des fonctions, les exemples qu'on vous a donnés, on a des fonctionnalités de test qui existent, puis on va rouler ça contre votre projet, puis il faut que ça passe. Hein? Donc, il faut tout que les exemples qu'on vous donne donnent les bonnes réponses, puis on a nous autres des tests de plus qui s'assurent des fonctionnalités en tout et partout. Fait que le principe, c'est qu'on a le dossier, puis on fait run test sur le nom du dossier. Le nom du dossier, c'est une chaîne de caractères.
Donc, je l'ai appelé test, là, mais ça pourrait être mes évaluations. OK? Fait que, on peut voir ici, il a fini le test, puis on peut voir que il a passé les résultats des différents tests. OK? Donc, s'il y avait eu un problème, il nous aurait indiqué que ça l'aurait fail, puis il nous aurait indiqué quel fichier aurait fail, et ainsi de suite. Ça, c'est bon. Je pense que c'est pas mal ça pour l'instant. Ah oui, ici, on a un petit... Je pense que si je le rajoute, lui, il va me donner les noms des tests individuellement. C'est une question de Loïc. Ouais, c'est ça. Attends, habituellement, il est supposé en avoir 3, là. Je viens de le rerouler, voir si... J'attends que MATLAB me retourne quelque chose. Parce que je pense que j'avais oublié de rajouter le dossier courant. Faut que le dossier de test soit dans le path pour que ça fonctionne. Donc, là ici, j'ai rajouté, puis là, il prend son temps. On va voir si il est plus gentil avec ça. Est-ce que MATLAB est juste en attente? MATLAB semble en attente. Ouh! OK. Ici, ça c'est bon. OK. Est-ce que RunTest a changé depuis la session? Oh, là, il est en train de faire plein de choses en même temps. Calm down. OK, on est bon. Je veux pas de C à l'intérieur de ce fichier-là. Ici, toi, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis ça. Puis... Ah, je pense que RunTest a changé. Ah, c'est parce qu'il veut le dossier. Ouais, ok. Tu le veux en dossier. Fait que tu vas le voir de même. Est-ce que de même t'es plus content? Ouais, ok. Et voilà. Ok. Donc, ici, si on veut rouler un dossier, là, ça a changé depuis la dernière fois que j'ai testé. On a le run test. Puis là, ici, il y a la dernière partie que j'indique. Quand tu fais run test, ça ne considère pas le dossier courant comme étant le dossier courant. Ça va faire les tests dans le dossier de test. Fait que ce que tu veux faire, c'est rajouter le dossier que tu veux tester dans le path. On y va là-dedans. On est ici. On refait notre run test sur le dossier test. Et là, ici, on est correct. On peut voir que ça roule les différents fichiers de test. Puis ça me donne le résultat avec les 3 fonctionnels. OK, 0 failed. On peut voir ici, quand ça ne fonctionne pas, hein, ça me dit c'est quoi, ben, qu'il y a eu des problèmes dans chacun. Si je remonte, ça va me dire c'est quoi l'erreur spécifique, à quelle ligne, de quel fichier. Et que là, tu peux aller investiguer pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Dans ce cas-là, c'est justement que c'était undefined function puisqu'on n'avait pas mis le dossier courant dans le chemin d'accès. Alright. Donc, ça, c'était pour les dossiers de test. C'est pas évalué dans le premier travail pratique, mais je vous conseille de le faire parce que ça va vous faciliter grandement de vous assurer que vous allez avoir tous les points de fonctionnalité. D'avoir minimalement les exemples qu'on vous donne, OK, puis peut-être d'en rajouter par vous-même. Ça va être intéressant pour celui-là. Ensuite, un autre élément qui vient s'ajouter dans la gestion de dossiers et ainsi de suite, on va revenir au principe de constante. Donc, les constantes, on en avait parlé durant la première période, c'est des éléments qui sont en majuscules, hein, tout en majuscules, puis qui représentent une information statique.
on avait dit qu'on allait mettre ça dans des variables, mais en fait, dans MATLAB, il y a une version alternative qui est de avoir une fonction dont le nom de la fonction est le nom de la variable, puis de juste retourner cette valeur-là. Puis là, tu as un dossier de ces différentes fonctions constantes-là qui permet d'être utilisé n'importe où si tu rajoutes ça dans ton path. Donc, c'est la meilleure manière de gérer une multitude de constantes. En fait, il y a plusieurs constantes qui existent à l'intérieur de MATLAB, comme pi, comme i pour les valeurs imaginaires. Il y a plein d'autres constantes de l'air, la vitesse de la lumière, et ainsi de suite, qui sont codées de cette manière-là dans le derrière de MATLAB. Donc, c'est intéressant de faire la même chose qu'eux, en sachant qu'ils ont pensé longtemps pour faire ça. Fait que, on a un dossier de constantes, c'est juste des fonctions en majuscules qui retournent directement une valeur, puis qui peuvent être utilisées après ça dans n'importe quel autre programme, comme si de rien n'était. Hein? Fait que ici, je peux rajouter ça dans mon path, puis à partir de là, je peux marquer âge enfant, puis ça me retourne directement la valeur. Je peux le mettre dans une opération, c'est totalement fonctionnel. Excellent! Donc, dossier de constante, ça fait le tour de notre premier sujet, qui est les chemins d'accès, les dossiers, le path, puis l'accès à ces différentes ressources-là. On va passer à notre deuxième sujet, qui est la validation. Donc, le principe de validation, c'est un concept initial. Donc, le concept de la validation, c'est de dire quand j'ai une information, puis que cette information-là, je ne sais pas trop d'où c'est qu'elle vient. Donc, habituellement, dans nos cas précis, là, quand on ne sait pas trop d'où c'est que ça vient, c'est habituellement si ça vient d'une saisie d'un utilisateur. Je vais demander à un utilisateur de me rentrer quelque chose, puis ça se peut qu'il m'aille rentré quelque chose de complètement loufoque qui n'a pas rapport avec qu'est-ce que j'ai besoin. Hein, donc, si je suis en train de calculer la base et la hauteur, ben, s'il me rentre une valeur négative, ça se peut pas, là. Okay? Je ne suis pas supposé être capable de gérer ce problème-là. Donc, je veux être capable de détecter qu'il y a une problématique par rapport à la forme ou les caractéristiques d'une information. Puis, je veux prendre action pour dire, on met le frein, OK, on arrête, on a une problématique qu'on veut indiquer à notre programme, puis dire, non, moi, ça va mal, on fait pas ça. Fait que le principe de validation va souvent venir en compte quand on construit des fonctions. Hein, parce que les fonctions ont des paramètres d'entrée, mais les paramètres d'entrée, on ne peut pas nécessairement assumer c'est quoi les informations qui rentrent par là. Fait que souvent, on va demander de la validation des paramètres d'entrée. C'est ce qui est demandé dans le premier travail pratique. Donc, dans le premier travail pratique, des fois, dans certaines des fonctions, on vous demande de faire de la validation. Quand c'est le cas, il faut appliquer les techniques suivantes. Donc, comment est-ce que ça a marché? On va utiliser la fonction assert qu'on a vue. On peut aussi utiliser la fonction error. La fonction error est encore plus le fun parce que ça génère directement une erreur. OK? Donc, si je mets ça dans un programme, ça va automatiquement faire planter le programme si je trouve cette instruction-là. Fait qu'habituellement, tu peux avoir des conditionnels, ou la vérification qui va faire en sorte que si telle affaire ne marche pas, ben là, je génère une erreur avec le message d'erreur voulu. Donc, quand on travaille avec des éléments dans MATLAB, il y a plusieurs choses qui peuvent mal aller. Parce que les variables peuvent être modifiées sans que personne chiale. Fait que, je peux commencer avec une valeur numérique, puis soudainement, je peux décider que c'est plus une valeur numérique, que c'est une valeur de texte, puis qu'il faut que MATLAB deal avec. Ben si, moi, après ça, j'envoie X, puis que je m'attendais à ce que ce soit une valeur numérique, ça peut très bien exploser. Fait qu'on va avoir des fonctions qui existent qui nous permettent de faire ces genres de vérifications-là. Fait que si je dis, moi, je veux absolument que ce soit une valeur numérique, j'ai un paquet de fonctions qui commencent avec le is, puis
par convention, les fonctions qui commencent avec is vont nous retourner une valeur booléenne, une valeur logique, un vrai ou un faux. Fait que, admettons ici, j'ai le isNumeric. Puis le isNumeric, si je lui envoie une valeur qui est textuelle, hein, il va me répondre que cette affaire-là, ce n'est pas numérique. Si on lui laisse le temps à MATLAB Online de répondre à ma requête, il va nous dire que c'est pas numérique. Les is, il y en a un paquet de différentes fonctions. Donc, si on s'en va ici, MATLAB, mettons, je fais is. Je ne vais pas marquer is nana, je voulais juste aller ici. Puis, je veux regarder les is étoiles. Fait que les is étoiles, c'est comme la liste de toutes les différentes fonctions qui existent avec un is quelque chose. Okay? Fait que dans cette liste-là, il y en a qui viennent nous interpeller un petit peu plus. Là. Okay? Donc, nous autres, on a... qu'est-ce qu'on a de le fun? On a le ischar, hein, le char qui est pour les valeurs de texte. On a le... On va voir le isEmpty dans quelques instants. On a le isLogical. On a le numérique quelque part. Numérique. Ici, isNumeric. On va voir aussi avec les tableaux. OK? Donc, les tableaux, ça va être des collections d'informations. L'inverse de tableau, hein, ce qu'on utilise en ce moment comme variable, c'est ce qu'on appelle les scalaires. OK? Fait qu'on a une fonction isScalar qui me permet de gérer ça. En passant, cette fonction-là est demandée dans le premier travail pratique. Si on regarde ça ici, on a notre travail pratique 1. Donc, je te demande que ce soit un nombre positif, scalaire et entier. Ben, je te dis, il faut que tu utilises isNumeric puis isScalar. Il faut que ces deux affaires-là soient vraies pour que ça commence à fonctionner. Je te demande aussi que ce soit positif. Hein? Fait que là, c'est à toi de décider comment détecter qu'un nombre est positif. Fait que avec ça, on est capable de gérer toutes nos informations. Parfait, on va regarder un exemple avec ça. Si on est capable de faire répondre le MATLAB Online. Ou sinon, c'est pas grave, on va le regarder dans un autre. On va le regarder ici. Là. Il n'y a plus rien là. Play. Excellent. Rien nous arrête. Donc ici, on a notre même fonction de R triangle, hein, notre base et hauteur. Tout ça, c'est bon. On s'est fait une petite fonction de est positif. Hein, fait que cette fonction-là détermine si ce que je reçois est positif ou pas. Fait que ici, on regarde est-ce que c'est un scalaire et est-ce que la valeur est plus grande ou égale. En fait, positif, c'est juste plus grand que 0. En fait, ce serait strictement non négatif, je crois. Hein? Ouais, fait que positif, ça peut être... Non, non négatif, c'est 0. Positif, c'est plus grand que 0. Tout va bien. Fait que plus grand que 0, OK? Puis on a cette fonction-là qui retourne des vrais ou faux. Fait que si je veux faire de la validation de ça, ben, je veux avoir le résultat de ça qui soit vrai. Fait que pour s'assurer que le résultat soit vrai, j'utilise la fonction assert qui me permet de tester ça. Okay? Moi, j'aurais pu le faire manuellement aussi. J'aurais pu écrire un if, puis là, en fait, j'aurais pu établir la fonction manuelle. Hein? Fait que j'aurais pu dire, faut que base, faut que isScalar de base. Ok, si je vais vraiment le faire au long, là, je
pourrais écrire quelque chose comme ça. Base est plus grand que 0. Puis, si c'est pas le cas, fait que ici, hein, on pourrait mettre est plus petite ou égale. Puis là, ici, on met un ou. Donc, s'il y a une de ces deux affaires-là qui arrive, c'est mauvais. Fait qu'on a une erreur, puis on dit que la base ne fonctionne pas. Donc, ça ici, puis ça ici, c'est le même code, okay, la même fonctionnalité, établie de manière différente. Donc, le principe de validation, ça se fait toujours au début de la fonction, avant de faire les calculs, hein, parce qu'on vérifie que les choses sont bonnes, avant de continuer, puis de dire, OK, ben, je vais l'utiliser dans mon programme. Fait que, on a les fonctions de error puis assert pour générer les erreurs en cas de problématique. Pour détecter les erreurs, on a les fonctions de is quelque chose. Puis on a aussi une fonction assert error qu'on va regarder au laboratoire qui va être capable de détecter les programmes qu'il faut qu'ils génèrent des erreurs. Mais pour l'instant, on va laisser ça de côté. Oui, certainement. Ici, en passant, ces fichiers-là sont sur le site de cours. Hein? Donc, sur le site de cours, on a toujours les exemples et exercices du cours. Donc, tout ce que j'ai ici, c'est dans ces dossiers-là. Fait que, on a ici utilisé le isCaller, puis on a les éléments isCaller retournent déjà du vrai ou faux. Fait que ça redonne true ou false. Puis là, il faut que ça et ça soit vrai pour que mon positif soit vrai. Excellent. Est-ce que notre MATLAB est revenu? Ouais, non, il est mauvais pour vrai. Pas de trouble. Alright. Fait que ça, c'était notre deuxième sujet de la journée sur les tests, les dossiers de tests, puis la validation. Ah non, les dossiers de tests, c'est dans l'autre. La validation, donc de s'assurer qu'une information est utilisable avant de commencer à l'envoyer partout dans nos fonctions, dans nos programmes, puis que ça se peut que ça me donne des... Ça se peut que ça plante pas, hein? T'sais, ça se peut que ça soit juste... ça me donne une valeur erronée à la fin, qui n'a pas d'allure. Mais moi, j'aurais aimé ça, le pogner, cette erreur-là, dès le début. Fait que c'est à ça que ça sert, la validation. Alright. Qu'est-ce qu'on a après ça? Oui. Donc là, on tombe dans le gros sujet de la journée, qui est le principe de tableau. Donc, le principe de tableau, c'est pour résoudre les problématiques où je vais avoir une panoplie de variables qui sont contextuellement liées. Je m'explique, ou je donne un exemple. Admettons que je voudrais calculer la moyenne du groupe. Ben, la moyenne du groupe, hein, c'est la somme de toutes les valeurs sur le nombre d'éléments, sur le nombre d'élèves. Donc, il faudrait que j'aille une variable pour chacun des élèves de mon groupe. Admettons que j'avais deux groupes, un de 25 étudiants, puis l'autre de 28 étudiants. Donc, ça va causer des problèmes parce qu'il faudrait que j'aille des programmes différents dépendamment du nombre d'étudiants. Ici, je vais juste revenir en arrière. On me demande, est-ce que si tu utilises le assert ou le if avec des erreurs, est-ce que ça cause des problèmes? Non, c'est pas une problématique ici. S'il y aurait des points à perdre parce que tu as vraiment fait quelque chose de vraiment trop long, ce serait les maximum 5% points d'efficacité seulement dans le travail pratique. Dans une évaluation d'intra, il n'y a aucun point d'efficacité. Mais pour 5%, habituellement, tu prends la méthode qui t'agence le mieux. Parfait. Fait qu'on était à nos tableaux, on était à la problématique d'avoir plusieurs valeurs qu'on veut sauvegarder, puis qu'on aurait besoin d'une panoplie de variables, okay, ou même un nombre variable de variables pour être capable de stocker de l'information d'une manière facile et conviviale. Fait que le principe de tableau, c'est que c'est une collection de plusieurs éléments qui vont être représentés sous un seul identificateur. Fait que ça va nous permettre d'avoir une variable, puis cette variable-là va avoir plusieurs valeurs à l'intérieur. Fait que je vais vous montrer le principe
fondamentale d'un tableau dans MATLAB. Fait que je déclare une nouvelle variable. Puis là, il y a une panoplie de manières de créer des tableaux. On va utiliser la manière manuelle qui me permet de écrire des informations à l'intérieur. Fait que j'ai écrit des chiffres, ok, en ce moment séparés par des virgules. Puis je peux voir que ben j'ai les notes, ok, qui est les différents éléments à l'intérieur. Je peux voir ici dans mon workspace que j'ai entre crochets carrés les 4 valeurs. Je peux voir aussi que la taille de mon élément est de 1 par 4. Ok? 1, c'est le nombre de lignes. 4, c'est le nombre de colonnes. Hein? Fait que j'ai une ligne, 4 colonnes, j'ai 4 éléments à l'intérieur. Donc, ça, c'est le principe de tableau, en fait. Puis, le terme mathématique en ce moment d'un tableau de une dimension, c'est un vecteur. Puis, le principe de tableau de 2 dimensions, c'est en mathématiques, c'est des matrices. Puis, en fait, les matrices, hein, donc les tableaux en général, pour MATLAB, c'est vraiment important. Fait que là, on va se poser la question qui tue, là. Qu'est-ce que ça veut dire MATLAB? Non, on s'est jamais arrêté à cette question-là. On s'était juste dit, ah, on utilise MATLAB, c'est le nom du logiciel. Ben, MATLAB, c'est un juxtaposition de Matrix Laboratory. Fait qu'au cœur de MATLAB, il y a la manipulation, la gestion, la sauvegarde de matrices. Donc, c'est vraiment un des éléments qui le distingue de, comme tous les autres langages, tout, en fait, dans MATLAB est une matrice. Ici, oups, je ne vais pas mettre ça plus haut, nécessairement. Hop. Quand je crée une variable, ben, si on regarde, la variable, c'est en fait un tableau de 1 par 1. Donc, dans MATLAB, tout est des tableaux. Okay, même qu'est-ce qu'on utilisait auparavant, c'était des variables, mais qui étaient un tableau de 1 par 1, qui était un scalaire, en fait, qui me permettait de sauvegarder juste une information à la fois. Fait que là, on fait juste utiliser MATLAB comme à son plein potentiel avec les tableaux. Fait que là, j'ai réussi à créer un tableau. Okay? Donc, j'ai créé un tableau manuel avec des crochets carrés. Il y a d'autres manières d'utiliser des fonctions de création de tableau. Okay? Donc, on va se créer, mettons, avec la fonction zeros. Ça me permet de créer un nombre de valeurs déjà à 0. Hein, fait que je peux voir ici, c'est une ligne, 5 colonnes. Pour l'instant, pour cette semaine, on va se limiter à des tableaux de une dimension. Ça va nous simplifier la vie, ça va nous simplifier la compréhension. Puis la semaine prochaine, on va commencer à travailler avec les tableaux de 2 dimensions. Donc, on a tous ces éléments-là de disponibles. Puis on peut voir qu'on a un paquet de différentes fonctions. Donc, si, admettons, je fais rand-i avec, je mets la valeur 100 comme le maximum, puis je veux 3 valeurs entre 1 et 100, ben, ça me les ressort, puis, et voilà, c'est fait. On a aussi déjà vu comment créer des tableaux. Avec la boucle for. Donc la boucle for, qu'est-ce qu'on écrivait? On écrivait for i est égal à, mettons, 4 2.20. Hein? Ben, le 4 2.20, c'était en fait un outil de création de tableau. Donc ça prenait la valeur de départ, ça prenait la valeur de fin, puis ça va automatiquement créer un tableau avec des incrémentations de 1 entre chacune des cases. Donc quand on travaille avec un tableau, chacun des éléments, on appelle ça une case du tableau. Fait que j'ai plein de manières d'avoir des tableaux. Je ne vais pas faire ça, on va garder celui-là. OK, fait que j'ai un tableau, OK, j'ai des notes à l'intérieur. Là, la prochaine question, c'est comment je fais pour accéder au tableau. Fait que pour accéder à une case du tableau, je vais utiliser le nom du tableau, puis je vais utiliser des parenthèses pour indiquer je veux aller chercher à quel indice, ou en anglais on appelle ça l'index, okay, à quelle case je vais aller chercher l'information. Fait que si, admettons, je vais chercher la case 2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
aller dans la deuxième case. Là, ici, il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre, c'est que quand on travaille avec les tableaux sont des cases numérotées. Hein? C'est comme ça qu'on est capable de se positionner dans le tableau. Puis les cases sont numérotées à partir de l'indice 1. Puis là, pour ceux qui n'ont jamais fait de programmation avant, tu dirais, ben c'est évident, pourquoi ça ne serait pas 1? Ben parce que dans la majorité des langages de programmation, le monde se pète les bretelles en faisant en sorte que les tableaux commencent à 0. Mais ce n'est pas le cas. Disons en MATLAB, OK, la programmation scientifique, ça commence avec des tableaux à 1. Fait que la case 1, la case 2, la case 3, la case 4. À partir de là, je peux utiliser cette notation-là de sélection de cases comme si c'était une variable. Okay? Fait que je peux l'utiliser dans une opération arithmétique, okay? Dans une expression. Et je peux aussi l'utiliser comme résultat d'une assignation. Okay? Donc je peux voir ici, j'ai dit va dans la case 2, puis va m'assigner la valeur 100. Fait qu'à partir de là, ça me dit ben, mon nouveau tableau, la case 2 est maintenant modifiée, puis on a la valeur 100 à l'intérieur. Fait que on a des tableaux, les tableaux ont des cases, les tableaux peuvent être de 1 ou 2 dimensions. Pour l'instant, on reste à une dimension. Chacune des cases sont numérotées. On peut aller chercher la case en utilisant le nom du tableau, entre parenthèses, l'indice de la case, puis tu peux l'avoir soit en tant qu'expression, soit en tant que emplacement pour une assignation. Les deux fonctionnent. Dernier élément sur les tableaux, c'est le principe que les tableaux sont dynamiques. Bon, premièrement, qu'est-ce qui arrive si j'essaye d'aller chercher une valeur qui n'existe pas dans mon tableau? Hein? Donc en ce moment, mon tableau, il y a 4 cases. Si j'ai dit votant à la case 6, il va faire yo, ça marche pas, l'index, hein, la valeur de l'indice, dépasse le nombre d'éléments dans mon tableau. J'en ai juste 4. Là. Tu peux pas me demander la 6e, j'en ai juste 4. Par contre, si on y va de l'autre sens, puis qu'on dit je veux aller rajouter une valeur à la case 5. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Là, il ne fait pas de problème. Même si la case n'existe pas, je vais la créer pour toi, puis je vais rajouter une valeur à l'intérieur. Fait que maintenant, notre tableau a 5 cases, 5 valeurs. Là, ce que vous pourriez vous demander, c'est, qu'est-ce qui arrive si je mets quelque chose qui est beaucoup plus loin que le minimum du tableau? Ben, il va dire, pas de problème. Je crée la case numéro 10, puis entre les deux, je mets des valeurs qui sont nulles. Dans ce cas-ci, le 0. Un élément qui est important de comprendre dans MATLAB, c'est que quand on parle des tableaux, quand on parle des arrays, les cases doivent être de type homogène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacune des cases doit représenter le même type de valeur. Donc, s'il y en a une, si c'est des chiffres, c'est toutes des chiffres. Je ne peux pas mix and match dans un tableau, dire qu'il y a une case qui est une valeur numérique, qu'il y a une case qui est une valeur logique, ça ne marche pas. Il faut que toutes les cases soient de la même chose. Comme ça, ça me permet d'avoir des valeurs nulles, prédéfinies, que je peux utiliser. Fait que ça ici, le fait qu'on peut faire agrandir le tableau comme on veut, c'est ce qu'on appelle des tableaux dynamiques. Donc la taille est dynamique. Parlant de la taille, on va vouloir souvent être capable de traiter du nombre de cases qu'on a dans un tableau. On a une fonction qui s'appelle numel, qui est une compression de number of elements, donc num et l, number of elements. Donc lui va me donner le nombre de cases que j'ai dans mon tableau. Numel va être très utile quand je vais vouloir parcourir mon tableau. Ici, un autre élément qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand on va vouloir parcourir un tableau. Donc ça va être la chose qu'on va faire possiblement le plus dans le cours. Là. Fait que vous allez voir, il y a des exercices, on va revenir là-dessus. Donc,
quand je veux parcourir, mettons que je veux trouver c'est quoi la somme de ce tableau-là. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Ben, bon, je vais me faire une somme. Je vais la partir à 0. On avait vu le principe des boucles, on avait un accumulateur. On a cette prémisse-là qui est ici aussi disponible. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop petit. Un petit peu gros. Fait qu'après ça, on va avoir une boucle for. Hein? Fait que je vais avoir une boucle for. Je me fais un i, ok. Là, je vais de 1. Puis là, je veux aller jusque à la taille de mon tableau. Mais ça se peut que je sache pas c'est quoi la taille du tableau. Là, je sais que c'est 10, mais peut-être qu'il serait à 7 encore, à 4. Ben, je peux utiliser ici numel pour savoir la taille du tableau. Donc, une fois que j'ai cet élément-là, là, je peux avoir mon accumulation. Hein, fait qu'il va avoir ma somme est égale à ma somme plus. Puis là, je veux rentrer la valeur du tableau. Mais là, à chaque itération, il faut comme que ce soit la prochaine valeur. T'sais. Fait que le premier coup, je veux que ce soit la première valeur. Le deuxième coup, je veux que ce soit la deuxième valeur. Je veux que le troisième coup, ce soit la troisième valeur. Qu'est-ce qu'on va faire pour être capable de faire ça? Ben, on va utiliser notre accès aux éléments. Puis, qu'est-ce qu'on va avoir comme indice? Ben, on va utiliser notre compteur de boucle comme indice. Puis là, à un certain point, MATLAB va revenir, puis il va me faire ça. Là. Mais si tu mets ça dans un programme quelconque, ça va me permettre de parcourir une boucle et être capable de faire quelque chose sur chacun de ces éléments. Là, j'ai fait une somme cumulative, mais ça pourrait être une détection de quelque chose, ça pourrait être une modification du tableau, ça peut être un paquet d'éléments. Donc, on peut voir ici, ça a fonctionné, puis à la fin, j'ai ma somme, là, j'ai même pas mis de point-virgule, fait que ça me l'affiche à toutes les itérations de la boucle. Fait que ça va bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire avec ça? Dernière chose par rapport au tableau, on est capable d'aller directement chercher la dernière valeur en utilisant le mot-clé end comme indice. OK? Donc, en utilisant le mot-clé end comme indice, c'est sensiblement la même chose que d'écrire numel de note. Ça ici. Tu prends le numel, hein, qui est le nombre de cases, tu l'utilises comme indice, ça va donner la même chose avec le end. Dernière chose à parler pour les tableaux, c'est quand je veux tester des tableaux. Donc, la problématique, c'est que si j'ai deux tableaux, ok, tableau 1 qui est égal, on va se mettre 2, 3, 4. Et j'ai tableau 2 qui est égal à 2, 7, 4. OK. Si j'essaie de les comparer, lui, ce qu'il va me donner, c'est un tableau de valeurs logiques. Puis, si les tableaux ne sont pas de même taille, ça va directement me générer une erreur. OK? Souvent, je veux juste faire une comparaison. Est-ce que les tableaux sont pareils? Je veux pas que ça me génère une erreur s'il y a une problématique. Fait qu'on a une fonction qui s'appelle isEqual. Fait que isEqual me permet de regarder deux tableaux puis de vérifier est-ce que les deux tableaux, est-ce qu'ils sont de même taille? Et s'ils sont de même taille, est-ce que leur contenu est identique? Donc dans ce cas-ci, ben, ils sont même pas de même taille, fait que ça me dit que c'est faux. Fait que quand on a besoin d'avoir une fonction qui va sortir un tableau, hein, parce que ici, l'utilisation des fonctions, des paramètres, puis des tableaux, ça vient intrinsèquement parce qu'on a dit que toutes les variables, c'était des tableaux. Fait que maintenant, tes fonctions pourraient retourner des tableaux, tes paramètres d'entrée, ça pourrait être des tableaux, n'importe quoi, c'est des tableaux. Mais quand on veut comparer des tableaux, il faut utiliser le isEqual. Ici, chose à mentionner, dans le premier travail pratique, il n'y a pas de tableau. OK, donc pas de tableau dans le premier travail pratique. Ça va être le sujet principal du deuxième travail pratique. Fait qu'on se garde ça dans notre manche là, pour avoir du fun dans le deuxième tiers de la session. Fait qu'avec ça,
Il nous reste juste un petit dernier élément à regarder, qui est le principe de concaténation. Donc, la concaténation, c'est d'être capable de plugger des choses ensemble pour créer une nouvelle affaire qui est la collation des deux ensemble, là, de coller les deux. Le terme officiel, c'est de la concaténation des deux éléments. Fait que si j'ai un premier tableau, puis que j'ai un deuxième tableau, puis que je décide, il manque un égal là-dedans, là, de dire que je mets table 1 et table 2 entre crochets, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre le premier tableau, ok, ça va le dropper à la place où c'est que j'ai écrit, puis ça va prendre la deuxième valeur, puis le dropper à la place que j'ai écrit. Puis ça va me créer un nouveau tableau qu'on dit qui est la concaténation des deux tableaux précédents. Donc, le principe de la concaténation, c'est d'être capable de dire que tu peux dropper des tableaux dans d'autres tableaux, puis ben, c'est le contenu du tableau qui va être copié, puis qui va être utilisé pour être capable de créer un nouveau tableau. Tu peux le faire aussi d'une manière plus légère. Hein? Donc, je peux dire que table 3, c'est table 3 et la valeur 100. Fait qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, ça ici, c'est le contenu de ça, fait que je le recopie. Puis après ça, je rajoute un autre élément qui est la valeur 100. En passant ici, j'utilise un raccourci, mais quand on travaille avec les tableaux, tu peux soit avoir des espaces pour les séparations de valeurs ou des virgules. OK, puis là, je mets des espaces, mais je suis pas obligé de mettre des espaces de plus. OK, ça fait la même chose entre les espaces et les virgules. On va voir que quand on va travailler avec des tableaux de 2 dimensions, il y a un deuxième élément de ponctuation qui permet de faire des sauts de ligne en place de sauts de colonne qui est le point virgule, puis on va voir comment ça fonctionne. Mais comme j'ai dit pour l'instant, on va juste commencer avec des tableaux de 1 dimension pour ne pas trop se tirer dans le pied. Ça fait le tour de notre partie théorique de la journée. Ici, ce que je vous conseille fortement, c'est d'essayer d'avancer le premier travail pratique, okay, le plus possible, parce que puisqu'on a la période de laboratoire qui saute, là, puis puisque les tableaux vont être à l'examen intra, mais ne sont pas dans le premier travail pratique, tu peux comme pousser un petit peu la session de travaux sur les tableaux à comme la semaine prochaine, quand vous allez peut-être plus avancer, vous allez avoir une meilleure idée de ce qui se passe dans le premier travail pratique. Mais autrement, le restant de la période va être une période de travail où je vais ouvrir les différentes salles. Mais avant ça, je vais ouvrir le plancher pour quelconque question par rapport à qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça a bien été, tout va bien, vous êtes prêtes? C'est pas nécessaire de comprendre la logique derrière l'algorithme. Le principe, c'est qu'on te donne un algorithme qu'on te dit qu'il fonctionne. Il fonctionne, ça là. OK? Donc, la preuve mathématique, tu peux aller faire comme la première année et demie de mathématiques, là, puis de logique mathématique, pour voir pourquoi est-ce que ça fonctionne. Mais le principe, c'est qu'ici, on a un programme, voyons. Ouais, ici, c'est, voyons, c'est du pseudocode qu'il y a ici. Donc, l'algorithme utilise pas les termes de MATLAB, utilise des termes plus génériques qu'il faut être capable de transformer en un algorithme dans MATLAB. Fait ici, on a le tant que, ça sonne comme un while, on a le si qui est comme un if. Ça ici, c'est en pseudocode, mais c'est une assignation, hein, donc ça a la même forme. À gauche, on a quelque chose, on a un égal, puis à droite, on a l'opération à faire qui va être assignée dans celui-là. Mais le raisonnement derrière n'a pas besoin d'être expliqué. Quand on te donne un algorithme comme ça, c'est un peu en disant comme voici un mathématicien qui a fait quelque chose d'un peu loufoque, un peu comme
Zeller puis Schwarzenegger, ok? On veut juste seulement être capable d'appliquer cet algorithme-là. Est-ce que c'était ça ta question ou il y avait une autre sous-question? Mm-hmm. Tu dis, t'as pas saisi pourquoi est-ce que c'était écrit? Pourquoi c'était ça la réponse, genre? Ok, attends. Curseur. Je vais voir ça. Hop. Ici, là, si on le regarde côte à côte, là. Quelle partie qui est problématique pour toi? À voir la traduction de l'un à l'autre. Mm-hmm. Ben, ouais, c'est ça. C'est ça. Le principe, c'est que quand on vous fournit un algorithme, on n'est pas obligé de comprendre comment est-ce que l'algorithme fonctionne. Le principe, c'est que ça a été prouvé par quelqu'un d'autre, là. Donc, dans ce cas-ci, il faudrait que tu décides d'aller faire un baccalauréat en mathématiques, là, dans les applications logiques. Ce serait comme dans ta deuxième session, là, si tu seras encore survivant du baccalauréat en mathématiques, tu irais voir pourquoi est-ce que ça fonctionne correctement. Mais quand on te donne quelque chose, tu peux prendre ça pour du cash. Tu n'es pas obligé de essayer d'analyser pourquoi est-ce que ça fonctionne. T'sais, ici, on te le donne, là, tant que c'est différent de, tant que c'est différent de. C'est juste ça qu'il faut être capable de faire. Dans quel exercice, ça? Il me semble que j'ai le nombre de diviseurs. Ok, ouais. Ah, ok. Blablabla. Possible que ça existe plus vite, hein? Je pense qu'il. Ah ouais, ça s'appelle Euler-Phi maintenant. Ah. Fait que c'est Euler-Phi à la place de juste Euler, juste Phi. Excellent. Super. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions d'ordre général avant qu'on mette terme à notre partie magistrale de la soirée? On est en business. On est prêt à aller travailler. On cesse une fois, deux fois, trois fois. Vendu.